Boker Tov Jonathan. Boker Tov, docteur Claudette Keroub. Boker Tov. Nous sommes donc de retour pour l'émission Olim Médical. Olim Médical, le programme de Gvaïm qui permet aux médecins d'être accompagnés pour leur projet d'Alia et pour leur Alia, bien évidemment. Comment ça va, Jonathan, ce matin ? Très bien. Une bonne semaine qui s'annonce. On vous parle donc depuis Jérusalem. On est ravis que vous soyez avec nous, docteur Keroub. Merci. Merci d'être venu. Donc, docteur Keroub, vous êtes ophtalmologue. Vous exercez actuellement à la Clalit et à la Maccabi, à Efrat et à Beitar Illit. Exact. Vous êtes en Israël depuis 1970. Exactement. Et donc, vous avez fait votre alliage juste après vos études de médecine. Exactement. Alors, on va parler dans le détail de votre parcours dans quelques minutes. Quand même, pour donner un peu votre impressionnant résumé en quelques secondes, vous étiez adjointe au chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital Haemek d'Afula, ensuite à Carmel, à Haïfa. Vous avez fait de la chirurgie adulte, des cataractes, glaucome, paupières. Aussi, vous êtes occupé d'enfants avec notamment des strabismes. Puis, vous avez commencé à opérer des prématurés à l'hôpital Carmel. Docteur Keroub a été faire un fellowship, une année sabbatique, à l'hôpital Emory à Atlanta, aux USA, pour apprendre justement le sujet des examens de prématurés et les indications opératoires. Puis après Carmel, elle a aussi dirigé pour la Clalit toute l'ophtalmologie ambulatoire et les opérations ambulatoires comme aux USA. Et donc on a au regard de cette liste assez impressionnante, forcément de très très nombreuses questions à vous poser. Rappel quand même brièvement du principe de l'émission. Donc l'idée, c'est de vous permettre de nous raconter votre parcours, mais aussi vous, auditeurs qui nous suivez depuis déjà la 5e émission aujourd'hui, vous en dire un peu plus sur les actualités de l'Olim Médical et aussi du système de santé en Israël. Donc sans plus attendre, nous vous invitons à retenir 2 dates. Donc nos événements estivaux sont déjà sur la route, sont déjà en train d'être planifiés. Donc le 28 juillet prochain, si vous êtes pédiatre, nous vous invitons à vous inscrire à un webinar en ligne. Donc l'idée est de faire une conférence avec une jeune pédiatre qui a fait sa alia récemment, docteur Bokobza. Et vous allez pouvoir de chez vous, de votre bureau, de l'endroit où vous souhaiterez être, lui poser des questions, écouter son témoignage sur sa alia récente. Évidemment, on pourra parler aussi du système médical israélien, des différences entre la pédiatrie en France et en Israël. Donc à vos agendas, n'hésitez pas à communiquer aussi à tous les pédiatres autour de vous. On vous promet un contenu vraiment original et très très intéressant. Deuxième édition de cet été, c'est le 18 août, une grande conférence à Ashdod, la fameuse conférence estivale pour médecins touristes ou récemment arrivés. C'est l'occasion de venir découvrir le système de santé en Israël, qu'est-ce qu'une Coupat Olim, qu'est-ce que c'est de travailler à Ashdod, qu'est-ce que c'est que la Maccabi. Alors ça fait 2 fois que vous entendez Maccabi, c'est pas que nous ne travaillons pas pour la Maccabi, nous travaillons pour les Olim avec les 4 coupotes. L'idée c'est de pouvoir donner aux Olim toutes les possibilités, tout le panel, tout l'éventail du monde de la santé. D'ailleurs, je vous parle ce matin avec un stylo léoumite, comme quoi c'est bien la preuve. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les événements sont riches en ce moment. Il y a quelques jours, nous étions dans le Golan. Nous vous préparons un programme riche en émotions et en projets avec notamment l'organisme de l'Alia de groupe de Shalom Vach, avec des possibilités d'aller habiter dans le Golan. Voilà une photo de notre réunion avec les responsables des Coupot Olim pour le Golan, avec les responsables des 2 hôpitaux du nord d'Israël, l'hôpital de Poria et l'hôpital de Ziv, avec au centre le docteur Salman Zarka, le fameux directeur de l'hôpital de Ziv, qui a allumé l'une des torches à Yom HaAtzmaut, l'initiateur du fameux grand projet de l'hôpital pour sauver et s'occuper des blessés du conflit syrien. On vous prépare de nombreux événements. Il y a un groupe Taglit qui arrive bientôt sur lequel on a préparé. On va parler de la région sud, on va parler du plein sud, on va parler de Yehuda Veshomron avec vous, docteur Keroub. Donc restez à l'antenne et n'hésitez pas à nous contacter. Donc nous avons visité avec Jonathan, comme tu le disais, le Golan et avions eu l'occasion cette fois de rencontrer les responsables de la région nord de la Clalit, pour citer une 3e coupa. Si vous êtes intéressé de rencontrer Shalom Vach, qui est prochainement en France pour justement rencontrer des familles qui envisagent de faire leur alia en Galilée ou dans le Golan,
prochaine. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de faire la liaison avec lui. Toujours pour rester sur des actualités médicales et parler un peu de périphérie géographique, voilà, si on va dans le Golan et si on va visiter la Galilée pour vous, c'est parce qu'on sait qu'il y a là-bas un besoin important en médecins. Une alia est toujours très très impactante quand c'est une alia médecin pour l'économie israélienne, elle l'est encore plus quand vous décidez de vous installer dans une région où on manque cruellement de médecins. À propos région, on manque cruellement de médecins. On parle beaucoup d'Eilat en ce moment dans l'actualité, Jonathan. Et oui, effectivement, c'est une actualité médicale, mais pas que, qui fait assez toller. Vous avez sûrement entendu parler de la fermeture prochaine de l'aéroport de Sde-Dov à Tel Aviv, en bord de mer. Alors cette annonce qui, comme j'ai dit, fait toller pour plusieurs raisons. Notamment de par le cartel d'investisseurs qui ont bien grassement réussi, il faut le dire, à obtenir toutes les autorisations nécessaires à la création d'un parc immobilier de luxe en bord de mer. Mais le vrai problème concerne surtout les habitants d'Eilat, qui nécessitent des soins médicaux, et ces soins médicaux, certains ne peuvent pas être donnés sur Eilat et la région. Eh bien, cette fameuse ville balnéaire, destination préférée de nos touristes français, qui d'ailleurs, les grandes vacances approchant, vont bientôt atterrir les valises pleines de monnaie. Eh bien, les Eilatim ont pour habitude de prendre l'avion et atterrir à Sde-Dov. Ça a l'air extrêmement étrange. Oui, c'est fréquent. D'ailleurs, à quelques minutes, une fois qu'ils atterrissent à Sde-Dov, ils sont à quelques minutes en voiture, en taxi, en bus des principaux hôpitaux de Tel Aviv. L'aéroport d'Eilat ayant été déplacé, on le sait maintenant, le nouvel aéroport de Ramon, et la fermeture prochaine de Sde-Dov à Tel Aviv vont faire atterrir les avions venant d'Eilat à Ben Gurion, et donc les temps de distance et de trajet vont être considérablement rallongés. Donc c'est un problème à la fois pour les patients qui venaient se faire soigner dans le centre. Alors c'est non seulement on va le voir les patients, mais également les médecins, parce qu'on fait venir des médecins à Eilat et on fait venir les patients. Ça dépend quels soins doivent être donnés, quels soins peuvent être dispensés. Alors pour y parer, le ministère de la Santé a proposé un plan au bureau du Premier ministre, un plan de subvention annuel à hauteur de 10 millions de shekels. Précisons que ce plan déjà existant dans un des tiroirs du ministère a été remis sur la table à accélérer vu la prochaine fermeture de l'aéroport. Une somme faramineuse qui pourrait permettre de financer non seulement des taxis et des vols aux habitants d'Eilat devant se faire soigner dans le centre du pays, mais il est également en question, rapporte la journaliste Hila Weisberg, une journaliste du Globe, avec qui d'ailleurs on a déjà été en contact, la spécialiste du monde médical, d'améliorer les services des coupotes-relis, notamment dans tout ce qui est la médecine digitale, la télémédecine, et également d'offrir des bourses et des avantages aux médecins prêts à se délocaliser dans le sud du pays. Eilat manque de gynécologues, de pédiatres, de radiologues, de spécialistes du développement de l'enfance, de psychiatres, de cardiologues, de dermatologues et de spécialistes en médecine interne et en soins intensifs. En raison de cette pénurie d'ailleurs, les files d'attente pour les différents médecins et services médicaux dans la ville sont parfois au minimum doublées par rapport au temps d'attente dans le centre du pays. Si pour un tel ou tel spécialiste dans la région du centre vous attendez 2, 3, 4 semaines, eh bien là ça peut monter à avoir 2, 3, 4 mois parfois. Cette pénurie de médecins qui est principalement due à la difficulté de recruter ces médecins, parfois même dans le centre du pays, et de les délocaliser dans le sud. Selon un rapport d'ailleurs, la fermeture de Sde-Dov devrait encore empirer cette situation déjà existante. Et la raison, eh bien, des dizaines de médecins, comme tu l'as demandé tout à l'heure, qui sont à ce jour envoyés chaque semaine, c'est-à-dire qu'ils travaillent et puis on les envoie le matin par avion à Eilat, 1 heure et quelques de vol, et ils repartent le soir ou le lendemain, eh bien, via Sde-Dov, vont certainement eux également cesser leur trajet après le transfert vers Ben Gurion, en raison de la longueur de déplacement. Si on sort de Sde-Dov, on l'a dit, on est dans le centre de Tel Aviv, sortir de Ben Gurion, c'est encore au moins une demi-heure de route vers le centre de Tel Aviv. D'ailleurs, donnée intéressante, le montant de ces voyages pour ces médecins s'élève actuellement à 10 millions de shekels par an. C'est exactement le même budget qui est alloué. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce plan, les services de télémédecine, le ministère de la Santé préconise que les services de télémédecine destinés aux résidents d'Eilat soient fournis déjà dans un délai de 0 à 6 mois, comprenant une consultation à distance avec des diététiciens, des orthophonistes, des spécialistes du diabète et des médecins de famille. Il a également été signalé que pour résoudre le problème de la pénurie de médecins, un programme de subvention d'1 million de shekels brut a été mis en place pour tout spécialiste acceptant de s'installer à Eilat, ce qu'on appelle des incentives. La subvention serait étalée sur 5 ans, donc 200 000 shekels par an, et le coût annuel de ce plan est estimé à 3 millions de shekels par an.
Il est possible que dans un premier temps, les subventions soient octroyées à partir des budgets des Coupotrolines. Donc le ministère dirait aux Coupotrolines, vous aussi allez devoir mettre la main à la pâte. Rappelons que les deux Coupotrolines essentiellement basés sur Eilat, c'est la Clalit et la Maccabi. D'ailleurs, à ce propos, le DG, le directeur général de la Clalit, le professeur Ehud Davidson, et celui de la Maccabi, Ran Sar, ont envoyé récemment une lettre au Premier ministre Binyamin Netanyahou et au vice-ministre de la Santé Yaakov Litzman, dans lesquelles ils affirment que les habitants d'Eilat vont être violemment touchés par la fermeture prochaine de Sdedov. Et d'avancer, le système de santé, je cite, à Eilat repose presque entièrement sur des vols entre Eilat et le centre du pays, a écrit le professeur Davidson. En raison de la fermeture prévue de Sdedov, les patients informent que dans la configuration prévue des vols via Ben Gurion, ils seraient contraints d'abandonner tout traitement médical en raison de longs déplacements et de la grande fatigue qu'ils ne peuvent se permettre de par leur situation physique et leurs problèmes médicaux. La Clalit sera donc obligée, dit le professeur, d'annuler l'activité à Eilat de médecins et de conseillers dans diverses professions, ainsi que les activités de la clinique d'endocrinologie pédiatrique. On parle beaucoup de la Clalit. Il y a un hôpital à Eilat, l'hôpital Yosef Tal. Alors j'y viens justement. Exactement. Alors d'après ce passage que je vous ai lu du professeur Davidson, vous me direz heureusement que le directeur général de la Clalit a à cœur les problèmes des Eilatim. Sauf que lorsqu'on lit les quotidiens d'Eilat, on se rend compte que les habitants affirment qu'en raison d'une concurrence très très forte entre la Clalit et la Maccabi, eh bien, existe un monopole de la Clalit, de par l'existence de cet hôpital Yosef Tal qui appartient à la Clalit. Et donc, il bloque souvent l'accès à certains soins parce qu'il bloque l'accès aux médecins et aux conseillers des autres coupotes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 50% des habitants d'Eilat sont assurés à la Clalit. Exactement, donc c'est un monopole. Et donc, il bloque les soins aux patients qui ne sont pas membres de la Clalit. Ceci alors que la logique suggérerait que les coupotes travaillent main dans la main compte tenu de cette pénurie de médecins. Ça va probablement changer. Alors le ministère de la Santé et du Trésor ont proposé de transformer Yosef Tal en hôpital municipal et que les deux coupotes, effectivement, Clalit et Maccabi, mettent la main à la poche. Sar, le PDG de la Maccabi, a accepté. À ce jour, on attend encore la réponse de la Clalit, bien évidemment. Monopole, avez-vous dit. Je dirais juste qu'il y a 3 jours, le président de la commission des finances à la Knesset, le député Gafni, a demandé à ce que la décision de fermeture de Sdedov soit repoussée au minimum jusqu'au 1er janvier 2020 afin qu'on puisse trouver effectivement une alternative qui soit bonne pour les patients d'Eilat et pour les médecins qui devraient aller. Effectivement, sujet à suivre. Ah oui, on va continuer à suivre cette actualité de près, où tu as notamment parlé d'incentives pour encourager les médecins à faire leur alia à Eilat. Évidemment, la Clalit et les autres coupotes sont très très intéressés de recevoir des candidatures aussi pour cette région. N'hésitez pas à passer par nous si vous voulez tenter votre chance dans cette région. Et à propos d'incentives, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a toujours des aides du ministère de la Galilée et du Negev pour les médecins qui envisagent de s'installer en Galilée. Et je me retourne enfin vers Dr Keroub. Vous avez commencé à Foula ? Non, j'ai fait ma spécialité, mon internat d'abord à l'hôpital de Bnei Tzion. À l'hôpital de Bnei Tzion. Oui, j'ai fait ma alia tout de suite après. Comment est-ce qu'on choisit Haïfa ? Pourquoi est-ce qu'on choisit Haïfa quand on fait ça? Alors moi, c'était une obligation parce que mon mari était professeur de physique à la fac des sciences à Paris et lors d'un congrès, il a été remarqué par quelqu'un de Raphaël. Et on lui a proposé un travail à Raphaël, donc c'était un peu une obligation d'habiter Haïfa. Vous envisagez déjà de partir en Israël ? Ah oui. Depuis l'âge de 18 ans. Et vous êtes parti avec la volonté d'être ophtalmo ? C'est non, venu, pas du on tout. vous l'a imposé ? Alors, quand nous sommes inscrits à la Sornout, à Paris, à l'agence juive, c'était une condition sine qua non que je voulais faire mon internat en pédiatrie. Je rêvais de faire de la pédiatrie. Donc, ils m'ont donné un papier signé comme quoi ils me trouveraient un poste d'interne en pédiatrie. Mais quand nous sommes arrivés, mon mari a commencé tout de suite à travailler à Raphaël. Et moi, j'ai fait l'Ulpan parce que je ne connaissais pas du tout l'ivrit à Haïfa. Et ensuite, quand me suis présentée dans les divers hôpitaux de Haïfa, il n'y avait pas de poste en pédiatrie comme interne. Donc, je suis allée à l'agence juive, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, ils m'ont dit, il faut faire autre chose.
Alors à ce moment-là, c'était quand même, il fallait décider, est-ce qu'on retourne à Paris pour faire l'internat à Paris? Moi, je ne voulais absolument pas. J'ai dit, non, je fais autre chose. Alors, qu'est-ce que vous avez à me proposer? On m'a proposé orthopédie. Vu ma petite taille, je ne me voyais pas du tout orthopède, avec une scie, un marteau. Et radiologie, où il y a peu de contact avec les malades, ça ne m'intéressait pas, et ophtalmo. Donc, j'ai pris l'ophtalmo. Et plus tard, comme vous avez très bien expliqué, j'ai fait beaucoup de pédiatrie infantile et prématurée. Donc, en définitive, je me suis quand même occupé beaucoup d'enfants. Et c'est justement, vous parlez de pédiatrie. Comment on se retrouve à opérer un prématuré je veux dire, chez un bébé déjà, les yeux, comment dans quel cas c'est La rétinopathie de la prématurité est une maladie très grave. C'est la première cause de la cécité chez l'enfant. Et elle se développe parce que maintenant, les néonatologues arrivent à sauver des bébés de plus en plus jeunes. C'est-à-dire, avant, on sauvait, disons, un bébé à 30 semaines de grossesse. Maintenant, on arrive même jusqu'à 24 semaines de grossesse. Donc, les enfants naissent très, très prématurés, très petits, en dessous de 500 grammes des fois. Oh, j'ai vu même hier qu'on pouvait même les opérer in utero. Non. Dans certains cas. Non. D'accord. Pas des yeux. Non. En plus, cette maladie ne se développe qu'un mois après que l'enfant soit né. Donc, elle ne se développe pas dans l'utérus. Oui, je ne pensais pas à cette pathologie-là en particulier. Pour d'autres cas. Je n'ai jamais fait ça. Oui, bien sûr. Je ne crois pas. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est que l'enfant naît avec une rétine très, très immature. Et la rétinopathie se développe à la périphérie de la rétine. Et si elle n'est pas diagnostiquée à temps et soignée à temps, l'enfant peut devenir aveugle. Et c'est c'est une catastrophe. C'est-à-dire que quand vous sortez du bloc après avoir opéré un prématuré, vous pouvez dire si cet enfant va voir ou ne va pas voir. Et dans 90% des cas. Et là, on comprend ce qu'on dit le matin, Baruch Ata Hashem, Pokeh Achivrim, qui donne la vue aux aveugles. Il doit falloir une force de caractère incroyable pour opérer un si petit être. En tout cas, nous, qui avons un regard complètement extérieur, qui ne sommes pas médecins, ça paraît vraiment être un acte pas du tout anodin. C'est la seule chose qui me manque à Haïfa. Oui, c'est l'exercice. L'exercice de soigner des prématurés. J'ai dû céder mon poste à deux femmes médecins. Une, elle fait les diagnostics, elle les examine toutes les semaines, les prématurés. Et l'autre, elle fait les opérations. Vous nous avez raconté lors d'un Shabbat plein organisé par l'Agence juive, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, donc en 2016, il y a à peu près 3 ans, que vous avez pu développer la médecine ambulatoire dans votre service à Haïfa, suite à un apprentissage de cette façon, de cette organisation aux États-Unis. Racontez-nous un peu tout ça. Comment est-ce que justement cette expérience internationale est ensuite valorisée en Israël et vous a permis justement de faire cette petite révolution interne? En 1981, j'ai rencontré un chirurgien américain qui a voulu venir faire du volontariat à l'hôpital Carmel et nous enseigner l'implantation des lentilles intraoculaires après opération de la cataracte. C'était encore nouveau dans les années 80, en tout cas en Israël. Et à la suite de cette rencontre, nous sommes partis, mon mari et moi et mes enfants, et nos enfants, pour une année sabbatique aux États-Unis. Mon mari a travaillé à Georgia Tech, moi à Emory. Et j'ai vu qu'en définitive, toute la médecine oculaire, ophtalmologie, pouvait se pratiquer de façon ambulatoire. À l'époque, les gens attendaient de très longs délais pour se faire opérer de la cataracte parce qu'on les gardait 1 ou 2 jours dans les services hospitaliers et il y avait peu de lits en ophtalmologie. En Israël. En Israël, oui.
Donc, j'ai vu que c'était possible. Et quand j'ai été nommée dans les années 90 en tant que chef de l'ophtalmologie pour la région de Haïfa et de la Galilée méridionale, j'ai proposé au chef du district de la région, j'ai proposé d'ouvrir des salles d'opération ambulatoires. Et c'était assez nouveau à l'époque. Et il m'a dit, tu es sûr? Qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai dit, non, il ne se passe rien du tout. Hein. Aux États-Unis, c'est ce que font les gens et tout va bien. En définitive, le malade est opéré de la cataracte. Jusqu'au lendemain matin, personne ne le regarde. Alors, il reviendra le lendemain matin à l'examen. Donc, il a accepté, il a relevé le gant. Et il a accepté l'idée et nous avons comme ça ouvert. J'ai pris de mes anciens internes qui avaient fini leur formation à l'hôpital Carmel et d'autres qui avaient fini à Rambam. J'ai pris des médecins et on a ouvert une salle d'opération pour les cataractes et une salle d'opération pour c'est-à-dire tout ce qui est la chirurgie plastique des paupières, etc. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Au bout de moins d'une année, les admissions ont permis de réduire la liste d'attente de 2 ans à 2 mois. Incroyable. Justement. Alors j'ai eu du mal. Je vous dis franchement, j'ai eu du mal parce que les médecins qui opéraient en privé se sont un peu ligués contre moi. J'ai dû un peu me battre. Et oui. Mais bon, je suis une batteuse. Vous êtes une batailleuse. Une battante. C'est difficile de regarder derrière soi et d'analyser l'histoire différemment. Et cette question, on a parlé même avant l'émission, vous vivez Israël, vous habitez, on va en parler tout de suite, dans Yehuda et Shomron. Mais vous pensez que vous auriez pu avoir la même carrière professionnelle en France? Ah non, sûrement pas. En tant que juive pratiquante, en plus, pendant mon externat en France, j'ai eu plein de problèmes pour trouver des services où je pouvais pas travailler le Shabbat, etc. Et j'aurais jamais fait ça. J'aurais ouvert un cabinet ophtalmo du lundi au jeudi, et c'est tout. J'aurais jamais eu cette carrière-là extraordinaire. Jamais. Votre passage aux États-Unis, à quel point il est marquant? Et je vous pose la question aussi. Le passage votre passage aux États-Unis, ouais. Pour ce fellowship justement. À quel point il est marquant? Alors, on a bien vu que vous avez importé de là-bas une toute nouvelle organisation du travail qui a été révolutionnaire. Je vous pose aussi la question pour un plus jeune médecin qui envisage de venir en Israël. Et on apprend, nous, Yonatan, au fur et à mesure de nos différentes rencontres, que justement, pour un médecin israélien, l'année sabbatique à l'étranger, le passage en fellowship, notamment aux États-Unis, est un peu un graal pour progresser dans le milieu hospitalier. Vous nous avez dit que vous n'aurez certainement pas eu la même carrière en restant en France. J'imagine que cette étape américaine a aussi eu un impact important. Oui, ça a eu un impact important parce que j'ai connu cet ophtalmo américain qui était venu nous enseigner et a créé ce qu'il a appelé Jewish Health International. Et il a créé comme ça une organisation pour envoyer des médecins américains partout dans le monde, pour aider les Juifs dans le monde. Avec lui aussi, je suis partie, moi et un autre médecin, en Roumanie. Nous sommes partis 4 fois soigner et opérer des Juifs rescapés de la Shoah en Roumanie. Et d'autres sont partis en Ukraine, partout un peu dans les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est. Et il y avait parmi ces médecins qui étaient volontaires, il y en avait un de Détroit, en Michigan, aux États-Unis, qui s'appelle Dr. Larry Lowenthal. Et lui est celui qui a créé Jewish Health International, Dr. Steve Katner. On fait de grandes donations dans mon département et nous avons pu développer comme ça vraiment comme un hôpital en ambulatoire.
ils sont venus aussi enseigner en Israël à de jeunes médecins qui ont travaillé dans mon service. Et aussi, nous avons créé ce qu'on appelle un mobile eye clinic, une clinique sur roue, et où nous avons acheté, mon frère a fait une donation, il a acheté un très grand, genre d'un petit autobus où nous avons mis tous les appareils ophtalmologiques et nous avons visité comme ça tous les villages et tous les maisons pour les homes pour vieillards. Nous avons visité et nous avons fait des consultations dans tous ces endroits-là. Génial. Waouh. Ça existe encore? Ça existe encore parce que là, il y a eu pendant 2 jours à Tel Aviv le congrès de l'ophtalmologie israélienne, la société ophtalmologique israélienne à Tel Aviv, à l'hôtel intercontinental. Et j'ai vu qu'ils cherchaient des volontaires pour pour voyager dans des cliniques ambulatoires. Voilà, l'appel est lancé. Si l'appel vous est lancé. On parle qui beaucoup veut de périphérie pendant cette émission. Alors justement, vous parlez de petites villes. Vous avez quitté Haïfa, vous avez commencé à travailler dans des petites villes. Vous habitez aujourd'hui à Lonchvout, dans le Gush Etzion. C'est des villes où, alors au jour d'aujourd'hui, il y a moins de Français qui arrivent que ça a pu être il y a quelques années, à l'époque où vous êtes arrivé à Lonchvout, à El-Azhar, à Efrat. Fut un temps, il y a une alia plus massive de familles françaises. Aujourd'hui, moins. Il y a des postes dans votre région. C'est entre guillemets, c'est très subjectif comme question, mais c'est une bonne région pour les familles françaises qui voudraient arriver. C'est une excellente région. Il y a plein d'endroits où on peut travailler. Il y a plein d'endroits où on peut se loger. Et il y a des postes pour les médecins. Il y a plein d'endroits où éduquer ses enfants. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Donc les médecins pourraient trouver un travail... Je pense que oui. En tout cas, je suis prête à les aider. C'est ce que j'allais dire. Dr Keroub est une des premières médecins mentors de l'IM médical, sans même le savoir. On fait régulièrement appel à elle pour des mises en relation entre des futurs OLIM et donc des employeurs en Israël. Et certains déjà ont trouvé un poste grâce à Dr Keroub. En tout cas, on prend cet appel aussi donc pour des médecins dans votre région. Et Dr Keroub sera aussi là pour vous aiguiller. Combien de temps d'attente dans votre cabinet à peu près pour un rendez-vous? Pas très longtemps, mais à peu près 10 jours. 10 jours. Donc il n'y a pas quand même une situation de... Je suis seule, extrême. Je suis la seule ophtalmo pour la Maccabi et pour la Clalit à Efrat et pour la Maccabi à Efrat et à Bétar. Ah ouais, en fait vous avez vraiment pas le droit de prendre votre retraite, c'est pas possible. Non, j'ai pas le droit, mais je devrais la prendre. Je serais obligée. C'est quand même incroyable. Et c'est que pour les habitants du Gush Etzion ou si quelqu'un de Jérusalem veut venir des vous fois, voir il y a des habitants de Jérusalem qui viennent parce qu'ils me disent qu'à Jérusalem, le rendez-vous était dans 3 semaines et chez moi dans 1 semaine. Donc, ils ont choisi de venir. Ah bah c'est pas mieux, waouh. Donc, il y a vraiment entre guillemets, une médecine à 2 vitesses entre la périphérie, pas forcément périphérie dans le sens du terme tel qu'il est vu, mais enfin, le Gush Etzion reste... Écoutez, le Gush Etzion, c'est à 12 km au sud de Jérusalem, c'est pas loin. Ça reste quand même 40 minutes de voiture. Ça dépend à quelle heure. Voilà. Oui, vous êtes venu ce matin à 6h20, donc c'est plus court, c'est vrai, mais, mais c'est quand même plus compliqué. Non, mais je suis arrivé à 7h à Jérusalem. C'est ça. Donc ça prend du temps. Le métier d'ophtalmo en Coupat-Rolim, que vous réexercez depuis donc un moment, il est très différent donc du métier en hôpital. Comment conseiller un ophtalmo qui envisage de venir, et on en a quelques-uns en ce moment, et qui hésitent encore entre tenter leur chance en hôpital ou s'installer en ville et ouvrir un cabinet? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut, avec déjà un certain nombre d'années d'expérience, envisager la possibilité de rentrer en hôpital en Israël? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, qui est réaliste? À mon avis, oui, mais ça dépend s'ils choisissent. Ça dépend de quel hôpital. Je pense que s'ils choisissent un hôpital en périphérie, vous avez cité Yosef Tal, ou bien l'hôpital de Ziv, Asfat, Poria,
je pense qu'ils pourraient trouver un poste hospitalier, surtout s'ils sont dans la chirurgie de la rétine, parce qu'on en cherche toujours des chirurgiens de la rétine. On cherche moins des chirurgiens de cataracte, parce que ça se fait maintenant partout en ambulatoire, et il y a moins de nécessité en hôpital. Et si les gens veulent venir et s'installer à la périphérie, je pense qu'on peut trouver un poste, peut-être pas à plein temps à l'hôpital, et jumelé avec un travail dans une des 4 grandes coupottes. Donc en fait, c'est un mix qui est tout à fait possible de venir travailler pour une coupe Trolim et de négocier, d'avoir 1 jour, 2 jours dans le mois ou plus. Non, dans la semaine même. Dans la semaine, d'exercice en hôpital pour continuer à opérer. Oui. En tout cas, on a un autre appel à lancer. On est aussi en contact avec l'hôpital de Hadera, l'hôpital Hillel Yafé, dont la chef de service en ophtalmologie, Béatrice. Exactement, que vous connaissez donc. On est en très très bon contact avec elle, et elle aussi donc cherche à recruter des Olim. Voilà, et c'est tout près, Hadera. C'est près de Haïfa, c'est près de Natania, c'est près de Tel Aviv, c'est près de tout. C'est un emplacement assez pratique. Il y a un hôpital encore en devenir avec de beaux projets d'agrandissement. Il y a une communauté francophone qui va en s'agrandissant. Il y a de nouveaux projets immobiliers. Il y a beaucoup de Français qui font leur allié aujourd'hui à Hadera de par la proximité géographique que vous avez citée. Exactement. Maintenant. Effectivement. Docteur Kéroub, parmi les recherches que vous avez effectuées, notamment en 2008, sur l'atténuation de la douleur pour les opérations laser, pardon, on en est où de la pratique de l'opération laser en Israël, dans le monde, et puis aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies? C'est quoi l'avenir de l'ophtalmologie aujourd'hui? Vous voulez parler de la chirurgie réfractive? Notamment. La question c'est où... Non, il y a les lasers pour la chirurgie réfractive, okay. C'est-à-dire pour ne plus avoir de lunettes, en gros. Et il y a la chirurgie au laser on peut utiliser aussi des lasers comme première étape dans une opération de la cataracte, et on peut utiliser des lasers pour les glaucomes, et on peut utiliser des lasers pour traiter certaines maladies de la rétine, comme chez les prématurés, comme chez les diabétiques, par exemple. Alors, de quel laser vous voulez parler? En fait, les deux nous intéressent dès lors qu'on n'est pas médecin. L'objectif, c'est que si on comprend, c'est que c'est clair. Alors, dans la chirurgie, commençons par la chirurgie réfractive. Pour la chirurgie réfractive, l'opération au laser, on met juste des gouttes anesthésiques, et on pratique la chirurgie, c'est sans douleur. On sent une concurrence incroyable entre les différents organismes cliniques et autres qui proposent ce type de chirurgie, peut-être de confort, on peut appeler ça, dans différents centres de soins en Israël. Pour un médecin qui envisagerait de faire ça en Israël, d'ouvrir sa propre clinique. Et je sais que chez Enaim, c'est le nom de la société du docteur Levinger, ils cherchent tout le temps des médecins. J'ai d'ailleurs vu récemment dans un journal un appel, une proposition de former un groupe de 10-15 personnes qui voudraient faire cette opération laser pour aller en groupe et faire baisser les prix de l'opération du côté patient, pas du côté professionnel. Je ne connais pas les prix, je ne peux pas vous dire au point de vue prix, mais je sais que lui, il cherche toujours des médecins. Il est tout le temps à la recherche de bons médecins qui ont de l'expérience. Récemment, nous avons accompagné un anesthésiste qui est rentré donc à Enaim. Et donc ça, pour la partie chirurgie, donc de la réfraction. Et pour la chirurgie de la cataracte, aujourd'hui aussi, ça se pratique les opérations de cataracte juste avec un gel anesthésique. On ne fait plus de piqûres, on ne fait plus rien du tout, et on pratique le laser au début de l'opération, et ensuite avec une incision de 2 mm, on pratique toute l'opération. Et c'est sans fil, il n'y a plus de suture à la fin de l'opération. On injecte avec une seringue une lentille en acrylique qui s'ouvre à l'intérieur de l'œil. Et par conséquent, là aussi, c'est indolore. Ça pourrait être fait un jour seulement par une machine, techniquement? Non. D'accord.
Il faut, je sais pas, peut-être dans 2000 ans. Pourquoi? Pour le côté humain derrière, c'est l'opération. Il y a beaucoup. Par exemple, dans la chirurgie réfractive, au début, l'excision se faisait par la main de l'homme. Mais on a développé un laser qui est plus précis. Alors maintenant, on met le malade en dessous du premier laser qui fait l'excision. Ensuite, on bouge le lit du malade et on le met sous le laser qui fait l'excision de la cornée et qui réduit les dioptries. Par exemple, il avait -7, on veut qu'il ait 0. Ensuite, on remet la cornée en place et c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à faire. Mais la main de l'homme est presque nulle dans les chirurgies réfractives. Mais dans l'opération de la cataracte, la main de l'homme est très nécessaire. Il faut avoir une bonne expérience et tout. Maintenant, les lasers qui sont chez les prématurés sont des lasers très douloureux parce que d'abord, on fait énormément la chirurgie dure longtemps. On fait à peu près autour de 2000 impacts au laser chez un bébé qui a en général 1 mois et demi et qui pèse peut-être à cette époque 800, 900 ou 1 kilo, 900 grammes ou 1 kilo. Et c'est très douloureux. La douleur chez le prématuré peut lui provoquer des troubles, des bradycardies, des tachycardies, c'est-à-dire le cœur peut s'emballer, il peut arrêter de respirer, etc. Donc, on ne peut pas prendre ce risque, on est obligé de faire en anesthésie générale. Chez les adultes qui ont besoin, par exemple, dans ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique, on a besoin de faire du laser. En général, plusieurs milliers d'impacts au laser. On est obligé de les faire venir plusieurs fois parce que ça fait très mal. On fait en général, même quand on leur met des gouttes, etc., on est obligé de les faire venir en général 4 ou 5 fois pour faire tout le traitement de la rétinopathie diabétique proliférative. Et c'est une technologie qui continue d'avancer. Tous les quelques mois, /années, on sort un nouveau laser ou bien Oui, on peut dire que ça continue d'avancer. Il y a tout le temps des nouveautés. Et les hôpitaux israéliens continuent à acquérir ces nouvelles technologies et à se former. Oui. On est à l'état de l'art en Israël. On est vraiment très bien équipés en Israël. Magnifique. On va être obligé d'approcher les dernières questions de cette passionnante interview. Il y a d'autres émissions derrière nous. Quel conseil donneriez-vous à un ophtalmo qui envisagerait de venir en Israël ? Et d'abord, je lui donnerai le conseil que c'est la meilleure décision qu'il aura faite de sa vie. Et deuxième chose, je lui dirais que c'est une très bonne spécialité pour s'intégrer à la vie médicale en Israël. Troisièmement, je lui dirais que s'il est prêt à venir et travailler dans la périphérie, alors je suis pratiquement certaine qu'avec l'aide de Dieu, il trouvera du travail. En tout cas, le message est clairement passé. On vous remercie infiniment pour votre temps, votre énergie. On a beaucoup appris et surtout, en tout cas, moi j'en sors avec un tel sentiment qu'on peut faire de choses incroyables en Israël avec beaucoup de volonté, certes, mais on peut arriver à de très très belles réalisations. Merci pour votre contribution au système de santé israélien et merci pour être venu aujourd'hui nous offrir ce témoignage. Il ne reste plus qu'aussi qu'à vous remercier, auditeurs. Et n'hésitez pas à nous contacter pour postuler, pour envoyer vos CV, pour participer aux différents événements. Et à me contacter aussi. Et contacter le Dr Kéroub. Alors on vous mettra en contact. Avec plaisir en contact avec vous. Vous pourrez me donner mon numéro. Je suis prête à aider tous ceux qui veulent venir. C'est extrêmement gentil, Dr Kéroub. Je vous rappelle juste notre mail, olimmedical, OLIMMEDICAL, @gvaim, GVAHIM.org.il, olimmedical@gvaim.org.il. Je te rends l'antenne. Voilà, alors on rend l'antenne à Studio Qualita. On remercie beaucoup
aussi la fondation Adélis qui finance le programme Lit Médical et sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. À très bientôt, bonne journée à tous. Au revoir.